Inès est étudiante en deuxième année à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Elle sillonne la capitale à la recherche d'éléments à explorer. Véritable musée à ciel ouvert, Paris lui permet d'enrichir son regard et de s'appuyer sur le passé pour se projeter dans son futur métier. La diversité des monuments et l'architecture sacrée suscitent particulièrement son intérêt. Alors je suis en train de travailler sur les toits de Paris, les toits en zinc, en tôle, en ardoise qu'il y a là en ce moment. Donc, je vais faire un petit classement à la fin, c'est pour un exposé. Pour Inès, il s'agit d'approfondir sa connaissance de l'organisation des artères dans la ville, mais aussi de l'aménagement des parcs et des espaces verts. Elle devra tenir compte de l'environnement pour dessiner des bâtiments, projeter des infrastructures ou imaginer la cité de demain. Le Paris monumental m'intéresse beaucoup. C'est très inspirant, surtout pour mes projets à l'école. C'est à la Grande Mosquée de Paris qu'Inès entame sa recherche sur les femmes bâtisseuses du monde arabo-musulman. Elle y rencontre Souad Bedran, une architecte spécialisée dans le patrimoine religieux, qui a effectué sa formation il y a une trentaine d'années dans la même école qu'elle. Les femmes musulmanes dans le temps ont eu un rôle historique de premier plan dans la construction de la civilisation islamique. Elles ont laissé une empreinte réelle et inéluctable dans tout ce qui est dans tous les domaines. Et c'est comme ça qu'on les retrouve dans les constructions en architecture, religieuse, civile, paysagère, projet urbain également. Donc on a tout un panel de femmes qui sont intervenues dans ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la considération que le prophète de l'islam a consacrée, a portée à la femme, a été effacée au fil du temps. On ne reconnaît pas sa dimension et son impact sur la civilisation islamique. Deux sœurs sont à l'origine de la construction à Fès au Maroc au IXe siècle de l'université et mosquée Al-Qarawiyyin, une des plus anciennes universités encore en activité. Au niveau de l'architecture, des femmes qui ont œuvré pour l'architecture dans le temps, nous avons les deux sœurs, Fatima Al-Farhiya à Fès, elles sont intervenues. La Fatima Al-Farhiya, elle a construit, à la mort de son père, elle a hérité d'une immense fortune qu'elle a mis au service de sa communauté. Donc elle a acheté un terrain où elle a construit une mosquée qu'elle a agrandie également. Et donc ça s'appelle la mosquée Al-Qarawiyyin. Al-Qarawiyyin en fait, parce qu'elles sont toutes les deux issues de Kérouan de Tunisie. Donc on dit kérouanaise Qarawiyyin. Donc ça vient de là. Ça reste la mosquée Al-Qarawiyyin qui est aussi une université parce qu'elle comprend une madrasa, une école théologique, la mosquée est considérée comme un centre intellectuel majeur dans la Méditerranée médiévale. C'est une référence. Les trois boules que tu vois représentent les trois religions monothéistes. Donc la première, la grosse, c'est le judaïsme, la deuxième, les chrétiens, et la troisième, l'islam. Et le croissant que tu vois tout au bout, c'est le réceptacle divin. Le minaret, il a un rôle sonore, bon, mais c'est aussi un repère visuel. Et donc le minaret, c'est important parce que c'est lui qui fait dans la ville, qui signale la présence d'une mosquée, sachant qu'il y a des mosquées de tailles différentes et certaines, on ne peut même pas les identifier dans la ville parce qu'elles peuvent être, comme dans certaines médinas ou dans des kasbahs, complètement intégrées au tissu urbain. Rouaïda Ayash a notamment mené plusieurs projets en Arabie Saoudite en tant qu'associée du cabinet parisien Architecture Studio. Être architecte était mon rêve d'enfant. Née à Beyrouth, ayant connu la guerre civile, je voyais le beau Beyrouth qu'on aimait, qu'on chérissait, se détruire avec cette guerre terrible très vite et naître, dictée par l'urgence, une architecture qui était, pour dire clairement, assez laide. Et c'est dans ce Beyrouth que j'ai commencé à rêver à un autre monde. Ma première rencontre avec l'Arabie saoudite, c'était à l'occasion d'un concours international
pour l'entrée ouest de la Mecque. Il fallait doter la Mecque d'une avenue d'à peu près 4 km qui permet d'aller d'un de ses accès, parce que c'est quand même des très très grandes villes, jusqu'à la mosquée du Haram. La mosquée que nous avons conçue pour l'entrée ouest de la Mecque, nous avons beaucoup travaillé sur la thématique de la lumière. La première couche est une couche de vitrage qui amène de la lumière. Ensuite, on a travaillé sur le thème des moucharabiés, donc ces écrans qui, dans la culture musulmane, sont des motifs géométriques destinés à filtrer la lumière et à protéger l'intérieur d'une intrusion trop forte, à la fois de l'extérieur, mais à la fois d'une lumière trop violente. Et en fait, cette filtration de lumière crée complètement l'espace intérieur, avec ces jeux d'ombre, de lumière directe, mais aussi nous permettait de pouvoir garder une transparence sans trop échauffer l'intérieur et sans être trop consommateur d'énergie. Après, une mosquée, je dirais comme tout lieu de culte ou toute salle d'assemblée, il faut qu'elle ait un caractère très fort intérieur. C'est-à-dire il faut que dès qu'on sente, on dise que ce n'est pas juste un édifice qui fait signe dans la ville, mais il y a quand même une intériorité, l'intériorité des cathédrales. Il y a quand même quelque chose qui fait que dans ces lieux de culte, on baisse la voix, on sent qu'on est dans un autre domaine que le domaine profane. Il n'y a pas de notion de présence réelle, comme dans une église, dans une mosquée. Dans une mosquée, c'est la communauté qui prie. D'ailleurs, étymologiquement, c'est jama', c'est-à-dire celui qui rassemble la communauté. Ce qui est très bien dans tous les édifices religieux sur lesquels nous avons travaillé, c'est qu'on nous a laissé une liberté de traduire avec la plus grande sincérité l'esprit du lieu. Donc, il n'y a pas de schéma imposé. On sait que, par exemple, dans une mosquée, la calligraphie est possible, mais on ne peut pas avoir de figuration. Alors que dans une église, dans l'église que nous avons conçue, qui est Notre-Dame de l'Arche d'Alliance dans le 15e, il y a 2 vitraux immenses de Martial Reiss et ils sont tous figuration. On voit David qui danse autour de l'arche et on voit d'un autre côté la visitation de Marie à Élisabeth pour lui annoncer qu'elle porte Saint Jean-Baptiste. Pour mieux connaître le travail de Rouaïda Ayache, Inès a donné rendez-vous à Souad pour visiter Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Bonjour Souad. Bonjour Inès. Située dans le 15e arrondissement de Paris, c'est certainement la plus originale des églises de la capitale. Je retrouve en fait le modèle. On retrouve en fait le même symbole dedans, quelles que soient les religions. Et tu sais, j'ai découvert il y a 2 jours une citation de Le Corbusier qui disait justement, je la lis parce que je ne l'ai pas mémorisée, il faut un lieu silencieux qui ait un visage tourné vers la Mecque. Il parlait de la Mecque à ce moment-là. Il doit être vaste pour que le cœur se sente d'aise, haut pour que les prières y respirent. Et c'est au cours d'un de ses voyages en Orient qu'il a écrit ça. Et là, je trouve qu'on retrouve un peu cette configuration avec ce puits de lumière. Et le cône, c'est beau là, le cône qu'elle a fait. Oh, le cône. Vous avez des portes partout dans l'église, mais vous ne les voyez pas. Elles sont dans les claustras, et donc ça disparaît, ça ne retient pas. Il n'y a rien qui retient le regard du priant, sauf que les 2 vitraux éclairent la prière, et le chœur également, avec la croix lumineuse, les tabernacles. Tout le reste permet d'avoir une communauté chaleureuse qui se pose ici et qui trouve la paix. Pour poursuivre sa recherche, Inès a cette fois proposé à une étudiante de sa classe, Agar, de l'accompagner. Elles ont décidé de découvrir les édifices religieux du Moyen-Âge à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris. Pourquoi j'ai choisi l'architecture? Alors je pense que c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. La première expérience architecturale que j'ai eue, c'était toute petite, dans les sortes de labyrinthes de jeux pour enfants.
J'ai remarqué que c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup marquée. Et j'ai tendance, dans mes projets, à reproduire cette sorte de labyrinthe, de parcours, d'expériences sensorielles avec l'architecture, les murs, les portes, les seuils. Agar et moi, on s'est rencontrés à l'école en première année, à l'École nationale d'architecture de Versailles. On avait des cours ensemble. Oui, on avait des cours de représentation architecturale ensemble. Et après, on avait des devoirs en commun. Donc, comme ça, oui. Je suis née au Caire, c'est en Égypte. Je voulais faire de l'architecture depuis que j'avais 16 ans à peu près. L'architecture en particulier parce que j'aime regarder surtout les bâtiments autour de moi, de savoir comment ils sont formés, les techniques de construction et tout ça. Je voulais faire des habitats pour les gens pauvres pour qu'ils puissent vivre dans des meilleures conditions. J'essaie maintenant de regarder les autres architectes qui ont pris ce parcours. Donc il y a un architecte égyptien qui s'appelle Hassan Fathi. Par exemple, en Égypte, il a fait au sud, il y avait un village détruit. Il recueille les besoins du gens et ils construisent par rapport à ça leurs bâtiments. C'est ça l'architecture, vraiment, de répondre aux besoins des gens et de faire ce qui est mieux pour eux. Elle aussi égyptienne, Chahira Fahmy est architecte, designer et urbaniste. Plusieurs prix internationaux ont salué ses réalisations dans son pays natal et en Europe, notamment au Royaume-Uni. Elle enseigne son art dans plusieurs universités et a créé son propre cabinet d'architecture. Personnage éclectique, elle a aussi foulé le tapis rouge du Festival de Cannes en tant qu'actrice. J'ai découvert récemment Chahira Fahmy, qui est une architecte égyptienne. Elle a un parcours très atypique parce qu'elle est déjà pluridisciplinaire dans sa démarche. Elle crée bien sûr des bâtiments, mais elle crée aussi des objets. Elle est une sculptrice, si on veut dire. Et elle a une spécificité qui, moi, me touche personnellement. Elle travaille dans l'unité, c'est-à-dire elle travaille d'abord dans la masse, et ensuite elle vient soustraire la matière. Et en fait, c'est comme ça qu'elle crée ses bâtiments et qu'elle crée ses objets. Et elle a aussi des projets qui sont assez labyrinthiques, mais en même temps très épurés, très simples, qui en fait se réfèrent à l'architecture islamique. Et pour moi, c'est une des données que je trouve très, très, très forte chez elle. Et elle n'a pas peur d'aller vers d'autres terrains, hors l'architecture ou la créativité. Elle va où son cœur lui dit. Et c'est ça sa force personnellement, parce qu'elle est ouverte à tout. Elle est vraiment universelle. Jouer la comédie est pour moi un moyen d'exprimer ce que j'ai vu. C'est comme le métier d'architecte. Je les vois comme deux formes d'expression de l'acte de regarder, fondamentalement, puis de retranscrire ce qu'on a vu. Chahira, est-ce que vous faites un lien entre la spiritualité et l'architecture? L'architecture, et comme Jean Nouvel a dit, c'est the play of light. C'est jouer avec la lumière. Il y a beaucoup de spiritualité dans mon travail d'architecte. C'est peut-être parce que j'ai grandi, que je suis née en Égypte, et que l'Égypte a 3 religions. Et quand on a grandi dans cette culture, où tout autour de vous baigne dans la religion, d'une manière ou d'une autre, on en est imprégné, qu'on le veuille ou non. Les deux étudiantes continuent leur exploration de l'architecture des lieux de culte par une visite à la mosquée de Massy en région parisienne. Qualifiée de mosquée verte, grâce à sa haute qualité environnementale, elle a été inaugurée en 2019. Bonjour Inès, bonjour Hajar, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui à la mosquée de Massy. Alors là, en fait, on est entré par la porte principale de la mosquée qui se trouve au pied du minaret. Et nous, on a voulu que notre minaret soit un puits de lumière. Ça vient aussi du mot minaret, manara, lumière en arabe. Un puits de lumière qui apporte la lumière vers les 2 halles d'entrée et de distribution de la mosquée de Massy. Donc on a ici une coupole dans la salle de prière. J'ai remarqué qu'à l'entrée, il y avait une autre ouverture en toiture, cette fois-ci en forme de pyramide. Oui. Est-ce que c'est une symbolique, cette forme? La recommandation, comme on est une mosquée verte, c'est qu'on ramène au maximum la lumière naturelle dans tous les espaces de la mosquée. Et alors on a voulu marquer l'entrée par une forme qui est différente de la coupole. Alors on a trouvé que une pyramide, il est aussi simple, un puits de lumière sous forme pyramidale.
Et pour le verre, il ne va pas causer un effet de serre dans la coupole ou percevant la lumière? Oui, effectivement, on a pensé à ça et c'est pour ça qu'on a choisi un verre qui est traité de façon à faire entrer le maximum de lumière, mais arrêter les rayons infrarouges qui peuvent causer l'effet de serre à l'intérieur des espaces de la mosquée. On a décoré ce mihrab d'abord avec une pierre de la famille des pierres onyx. L'onyx, c'est une pierre translucide qui, en fait, il donne de la lumière en elle seule, cette pierre. C'est de la famille aussi comme l'albâtre, qui est aussi connu dans d'autres pays du monde. Derrière cette pierre découpée, vous avez vu, il y a de l'éclairage, toujours en LED, des couleurs. Comme ça, on ajoute comme une touche moderne. Comme toute la mosquée, elle est dans ce quartier moderne et son architecture est de notre époque, 21e siècle. Alors on a voulu aussi enrichir avec les technologies de notre époque. Au-delà de l'architecture des bâtiments, Inès porte un intérêt particulier au design. Proche des arts décoratifs, c'est une discipline qui fait partie de son cursus. Dans le design d'objets, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'expérience que va donner l'architecture à l'usager. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que l'architecture fait ressentir aux personnes qui l'utilisent. Et la question du matériau aussi m'intéresse beaucoup, que ce soit dans le design d'objets ou même dans l'architecture en général. Au hasard de ses recherches, Inès découvre un reportage sur la mosquée Chakirine, conçue par Zeynep Fadilioglu. Il y a quelques semaines à peine, naissait à Istanbul la mosquée Chakirine. Cette œuvre est saisissante à plus d'un titre. Une conception originale, des matériaux composites, une architecture d'avant-garde en parfaite harmonie avec tous les agréments classiques d'une mosquée qui est à la fois un lieu de prière, de méditation et une œuvre d'art. En fait, pouvoir dire que vous avez réalisé quelque chose d'exceptionnellement beau dans la ville où existent déjà de beaux monuments et de belles architectures de mosquées, telles que l'œuvre de Sinan, c'est très difficile. Mais nous avons essayé d'exprimer notre propre vision de l'architecture intérieure. Nous avons tenté d'y mettre les formes et la texture qui correspondent à notre langage, en y apportant nos propres valeurs esthétiques liées à notre époque, plutôt que de nous référer sans cesse au passé. Nous avons apporté un style contemporain dans la forme du mihrab, du minbar, dans la texture et les matériaux que nous avons choisis. Nous les avons utilisés aussi sous différentes formes pour permettre à des fidèles de prier par eux-mêmes et d'être ainsi en relation avec Dieu. C'est très intéressant parce que c'est une mosquée moderne, comme elle dit. Et c'est la première architecte femme à faire une mosquée, genre une architecture religieuse. Et il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte en dehors de la structure. Donc, le rapport au divin, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à faire. Et t'as fait comment pour coller? J'ai collé l'intérieur avec du scotch. Et j'ai essayé d'assembler sans trop dépasser. Oui, c'est bien, je pense. Je devais faire une maquette en pH. C'est une parabolide hyperbolique. Et on devait essayer de trouver des façons différentes et des méthodes pour faire la couverture. Donc, oui, j'étais au dehors de l'école, j'ai vu les feuilles d'arbres qui tombent partout à Versailles et j'ai décidé que je vais essayer de les recycler pour faire la couverture. Donc, oui. Installée au Bangladesh, Marina Tabassoum a réalisé une mosquée dans la capitale Dhaka. Elle l'a imaginée sans dôme ni minaret, comme un refuge pour les personnes de toute confession ou athées. En 2016, elle a remporté le prestigieux prix Aga Khan d'architecture pour la conception de cet édifice. Sa vocation de bâtisseuse n'allait pourtant pas de soi.
Alors, comment je suis devenue architecte? C'est toute une histoire. Déjà, il faut savoir qu'au Bangladesh, il n'y avait qu'une seule école d'ingénieurs dans les années 80 à proposer un cursus d'architecture. Moi, je n'avais aucune connaissance en architecture. Pas d'architecte dans mon entourage. Je viens d'une famille où on est tous soit ingénieurs, soit médecins. J'étais donc sur ces rails-là, mais je n'étais pas vraiment intéressée par aucun de ces deux domaines. Il me semble que c'est mon père qui m'a fait cette suggestion. Pourquoi ne pas tenter architecture? Nous étions environ 4000 étudiants à passer un concours où il n'y en aurait que 50 de retenus. Donc c'était un examen ardu auquel il fallait que je me prépare. Et c'est pendant que j'étudiais et que je découvrais l'architecture que j'ai commencé vraiment à tomber amoureuse de cette profession, qui est un art aussi. C'est un domaine où vous devez sortir des choses de vous, où vous avez la liberté de réfléchir et de vous interroger. C'est ce qui m'a passionnée dans ce métier. Je me suis dit alors, je serai architecte ou rien. La mosquée Baitur Rouf est un projet où j'ai pu concrétiser toutes les idées sur lesquelles je travaillais depuis, disons, mes 10 ou 15 ans de pratique et les faire fonctionner ensemble. Donc, vous verrez que ce projet affronte vraiment l'idée de créer un espace qui n'utilise aucun moyen de ventilation artificielle, ni climatisation, ni rien d'autre. Quand vous entrez dans cet espace, la mosquée a été terminée en 2012, quand vous entrez, c'est toujours la même fraîcheur, le même confort, sans aucune ventilation artificielle. Et puis, il y a aussi la lumière naturelle. J'ai essayé d'exploiter autant que possible la qualité de la lumière gratuite du soleil dans l'espace, non seulement pour l'agrément, mais aussi pour créer un espace de spiritualité. Comme dans la mosquée originelle du prophète, on ne trouve ici aucun des éléments, dôme ou minaret, utilisés comme symbole de la mosquée. Tout se concentre sur l'idée de spiritualité créée par la lumière. On a fait de la lumière du jour l'élément majeur de ce projet, où elle fonctionne non seulement comme symbole de spiritualité, mais aussi comme ornement de l'espace. Inès reprend son périple à travers Paris. Dans le 14e arrondissement, la Cité internationale universitaire lui offre une nouvelle occasion d'étudier l'architecture arabo-musulmane, notamment la Maison du Maroc, riche de sa décoration traditionnelle. Difficile pour Inès de terminer ce panorama des architectes du monde arabo-musulman sans évoquer Zaha Hadid, disparue en 2016. Zaha Hadid, c'est une grande architecte irakienne. J'ai utilisé quelques bâtiments comme référence dans mes projets, justement. Et elle a gagné le prix Pritzker, qui est l'équivalent du prix Nobel d'architecture, en 2004. Les femmes architectes ne sont pas en reste aujourd'hui. Beaucoup sont très célèbres. Et d'ailleurs, comme par hasard, par exemple, Zaha Hadid, elle est d'origine moyen-orientale, elle est anglo-irakienne. Elle a été quand même notre phare pendant toute la période où je faisais mes études, pas parce que c'était une femme et pas parce que c'était une femme d'origine irakienne, mais parce que c'est une architecte qui a bouleversé tous les paradigmes de l'architecture et qui a fait des œuvres qui parlent à des générations et des générations d'architectes. Elle a construit différents types de bâtiments exceptionnels. Dieu sait qu'elle a eu des critiques sur son manque d'optimisation de l'espace ou de fonctionnalité, mais elle n'en a jamais tenu compte. Elle a fait ce qu'elle voulait. Elle a balayé la géométrie dans l'architecture, c'est-à-dire qu'elle a pris les formes qu'elle souhaitait.
Et elle a aussi quelque chose qui est quand même assez touchant, à mon sens, en tout cas pour moi, c'est son engagement pour transmettre. Elle a enseigné dans beaucoup d'universités comme Harvard, Cambridge, Chicago, pour transmettre et éduquer les générations à venir. Et ça, c'est un aspect, c'est à mon avis son héritage et son legs aujourd'hui. À l'issue de ce parcours, Inès s'interroge sur son avenir car la place des femmes architectes dans le monde reste encore trop sous-estimée. Je sens qu'il y a parfois un frein pour les femmes dans le monde de l'architecture ou même dans le monde du design. Mais j'ai l'impression qu'il disparaît un peu. Je me suis un peu intéressée à la question et j'ai remarqué que ces dernières années, il y avait beaucoup plus de femmes qui osaient étudier l'architecture. Donc là, si on va dans une école, les 3/4 de la promotion sont des filles. Un jour, un client est passé à mon agence et m'a dit « Oh, vous êtes une vraie féministe, vous ?» Étonnée, j'ai demandé « Pourquoi ?» Parce que la majorité des architectes de votre équipe sont des femmes. Alors que je ne m'en étais même pas rendu compte. Ça n'entrait même pas dans mes préoccupations. À l'époque, 2007-2008, j'avais peut-être 7 femmes pour 4 hommes. Mais ce n'était pas intentionnel. C'était juste plus confortable pour moi. Elles étaient très dévouées, elles étaient plus bosseuses. Je sais pas, la communication était plus facile avec elles. Je pense que le défi pour une femme est à la maison plus qu'au travail. Il est dans la société, dans la façon dont on perçoit les femmes divorcées, par exemple. Si c'est une mère de famille, quand elle annonce qu'elle va travailler, mais alors, qui va garder les enfants, etc., etc. Moi, je suis mère de 2 enfants, c'est sportif. Alors, je connais ça très bien, le combat, l'adversité. J'y ai été confrontée bien plus dans la société et à la maison qu'au travail. Je ne suis ni homme ni femme, je suis professionnelle. Et en tant que professionnelle, je me dois de connaître parfaitement ma profession, de connaître tous les trucs de mon métier. Je dois être capable d'avoir une vision du bâtiment, d'en faire le design. Je dois pouvoir rendre la commande à temps. Je dois m'engager à 100% dans le métier que j'ai choisi. Je dois en permanence mettre à jour ma formation pour relever les défis auxquels je suis confrontée. Et je dois continuellement m'améliorer pour devenir la parfaite professionnelle. Mais tu vois, j'aime bien prendre des détails, ou alors même au niveau... Inès retrouve Souad à la Grande Mosquée de Paris, l'occasion d'un nouvel échange et d'une transmission entre générations. Je viens souvent dans Paris faire des sorties photos. Ah, ok. Ça me plaît beaucoup, c'est magnifique. Quel conseil vous donnez à une jeune architecte qui commence au Caire ou en Égypte? Si vous commencez un projet et qu'à un certain moment vous sentez que ce projet pourrait se faire n'importe où, alors vous êtes dans la mauvaise direction. Repartez à zéro. Heureusement qu'architecte, on n'est pas obligé de savoir si c'est féminin ou masculin. On a beaucoup de choix dans ce domaine. Je dirais qu'il vaut mieux convaincre que vaincre. Et finalement, quand on convainc, on a l'impression de gagner ensemble. Marina, quel conseil donneriez-vous à une jeune étudiante en architecture? Vous, la jeune génération, vous êtes les gardiens de cette planète. Alors vous devez repenser l'équilibre écologique et préserver l'environnement. Ça concerne l'architecture, mais aussi tous les autres aspects de la vie. L'architecture, ce n'est pas seulement de la construction, ce n'est pas seulement de la création d'espace. L'architecture doit contribuer à l'équilibre de la planète. L'architecture doit créer un meilleur environnement pour tous.